Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 5 juillet 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, jamais... Hein? Vous avez bien compris, je me fais arracher une dent demain. Ça m'a l'air que mon dentiste a une dent contre moi. Non, on avait dit, ça suffit les blagues de dentiste. Ça a été une décision incisive. Ah là 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 là. On commence tout de suite pour la première actualité. Avec la première actualité, bon épisode! Windows 11, la mise à jour de juin est un cauchemar. Microsoft suspend son déploiement. Et décidément, alors que les usagers de Windows 11 commençaient à peine à se remettre du bug de changement de fuseau horaire intempestif, eh bien, un nouveau problème bien plus grave vient de surgir. Microsoft est désormais aux prises avec une vague de signalements concernant la dernière mise à jour preview de juin. En plus en détail, c'est la KB 503 9302. D'après le tableau de bord de santé des versions Windows, eh bien, cette mise à jour semble provoquer des pannes majeures sur certains PC, les rendant incapables de démarrer ou les piégeant dans une boucle de redémarrage sans fin. Oh là là là, c'est spécial. Un cauchemar redouté qui contraint à recourir au mode de récupération pour tenter de sauver sa machine. Sur une page dédiée, Microsoft pointe du doigt les PC utilisant des outils de virtualisation imbriqués tels que les Cloud PC, Azure Virtual Desktop et DevBox comme étant plus susceptibles d'être touchés par ce bug. L'entreprise mène actuellement une enquête approfondie pour en déterminer la cause exacte. Face à l'ampleur de ce problème, eh bien, la firme a pris la décision assez radicale de suspendre le déploiement de la mise à jour, la fameuse KB 503 9302 via Windows Update et Windows Update for Business. Fort heureusement, les serveurs Windows et les utilisateurs de Windows 11 famille eh bien, semblent moins exposés, la virtualisation étant moins répandue dans les environnements domestiques. En attendant un correctif salvateur, eh bien, il est fort probable qu'une mise à jour ponctuelle soit déployée en dehors du cycle habituel du Patch Tuesday. Ceux concernés seront invités à croiser les doigts pour que leur machine ne se transforme pas en machine à redémarrer en boucle. Microsoft n'a pas de problème à voler du contenu accessible gratuitement en ligne. C'est le sujet qui cristallise les débats depuis l'émergence de l'intelligence artificielle générative en ligne. Les algorithmes de ChatGPT, Dream Machine ont beau produire des créations de plus en plus convaincantes, ils puisent dans un vivier opaque. Résultat, certains auteurs fustigent l'utilisation abusive de l'IA dans la génération textuelle. Il y a quelques mois, George R.R. Martin appelait à un durcissement des réglementations. Le mouvement avait été suivi par d'autres acteurs et actrices de tous les milieux, allant du doublage vocal à la comédie. Dans une interview accordée à la chaîne américaine CNBC, le patron de Microsoft AI, M. Mustafa Suleyman, a livré une définition très personnelle de la propriété intellectuelle sur le web. Alors que défenseurs des droits et législateurs s'efforcent de trouver un consensus sur l'épineux sujet du droit d'auteur sur les créations générées par l'intelligence artificielle, eh bien, l'homme d'affaires a au contraire estimé que ce qui était accessible gratuitement en ligne appartenait à tout le monde. À la question de savoir si oui ou non les logiciels d'IA volaient la propriété intellectuelle mondiale, Mustafa Suleyman a répondu, je le cite, « Je pense qu'en ce qui concerne le contenu déjà présent sur le web ouvert, le contraste social depuis les années 90 est qu'il s'agit d'un usage partagé équitable. N'importe qui peut le copier, recréer des choses avec et le reproduire. » Rien de très étonnant à cette position. Microsoft est actuellement la cible de plusieurs poursuites judiciaires au travers d'OpenAI. L'entreprise leader de l'IA mondiale est notamment accusée de voler des contenus pour alimenter son propre algorithme de génération textuelle. En effet, si le géant du web et ses hauts fonctionnaires semblent penser que les contenus accessibles gratuitement en ligne appartiennent à tout le monde, eh bien, c'est loin d'être le cas. Chaque œuvre créée, chaque contenu publié en ligne est automatiquement protégé
par le droit d'auteur. La situation est valable en France, aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde sans remise en question. À l'inverse, les créations générées par intelligence artificielle n'appartiennent à personne et ne peuvent pour l'instant faire l'objet d'aucune réclamation de droit. D'autant plus que l'usage équitable et raisonné mentionné par Mustafa Suleyman ne concerne pas celui fait par les sociétés d'intelligence artificielle qui brassent chaque jour des milliers de contenus protégés sans qu'on ne sache dans quelle mesure ces derniers serviront à alimenter leur algorithme. iPhone, Mac, vous allez pouvoir identifier une panne vous-même. Disponible depuis décembre dernier aux États-Unis, l'outil Diagnostic est désormais disponible en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans 32 pays européens en tout. Comme son nom l'indique, ce logiciel donne aux utilisateurs d'iPhone, de Mac et d'écran Studio Display la possibilité de diagnostiquer un problème matériel. Alors, dans l'article, vous irez voir, l'outil est accessible avec un lien. Il nécessite un second iPhone ou un Mac pour déterminer si un appareil a un problème. Ce deuxième terminal servira à lancer la session de diagnostic et à activer les différents tests, écran, Face ID, sortie audio, multitouch. Dans tous les cas, il faut effectuer une manipulation sur les appareils pour lancer le diagnostic. Ce logiciel permet à l'utilisateur de déterminer si son appareil a besoin d'une réparation et, le cas échéant, de connaître la pièce à changer. La boutique de réparation en libre service d'Apple pourra être mise à contribution pour les plus bricoleurs, mais il est toujours possible de passer par un réparateur agréé ou un Apple Store. La boutique en question prend en charge 42 produits à Apple, dont tout récemment les MacBook Air M3. Elle a été lancée en France en décembre 2022 et on peut y acheter toutes sortes de composants et d'outils sans oublier des guides de réparation. Apple a toutefois verrouillé le système, chaque pièce détachée devant être liée au numéro de série de l'appareil à réparer. Cette pratique dite de sérialisation pose un gros problème aux promoteurs du droit à la réparation, car cela restreint les possibilités de faire réparer un appareil librement. Apple assure que la sérialisation n'est là que pour faciliter les réparations, pas pour faire pression sur les clients. Dans un livre blanc fraîchement publié, Apple détaille ses principes en matière de réparation. Le constructeur tente un exercice d'équilibriste entre la durabilité des produits et leur réparabilité pour justifier le fait que ces appareils ne sont pas les plus faciles à ouvrir et à réparer. Un discours que l'entreprise va continuer à marteler alors que l'Union européenne cherche à faciliter les réparations. Parlant de réparation, eh bien, Apple plancherait sur un système inédit pour remplacer facilement la batterie d'un iPhone. Il n'est pas facile de remplacer la batterie d'un iPhone. Pour éviter les accidents, eh bien, Apple recommande vivement de passer par un de ces magasins ou réparateurs agréés qui ont tous les outils nécessaires et aussi l'expertise, bien sûr, pour réaliser cette opération délicate. Au travers de sa boutique de réparation en ligne libre-service, le constructeur propose aussi des batteries certifiées ainsi que la possibilité de louer des outils spécialisés. Apple voudrait aller encore plus loin. Selon le site The Information, eh bien, l'entreprise travaille sur un nouveau système pour retirer facilement une batterie de son logement. Les modèles actuels sont collés au châssis avec des bandes adhésives, ce qui les rend malcommodes à enlever. L'idée de l'entreprise est la suivante, un décollement par impulsion électrique. Il suffirait d'administrer une petite impulsion électrique à la batterie pour que celle-ci se désolidarise du châssis. Cela nécessiterait un changement de matériau pour l'enveloppe de la batterie. Fini l'aluminium, place à l'acier inoxydable, ce qui rappelle d'ailleurs une indiscrétion de l'analyste Ming-Chi Kuo. Si Apple devait se lancer dans ce nouveau procédé, c'est un modèle d'iPhone 16 qui en profiterait. Le temps de tester la technologie, ensuite, tous les iPhone 17 en seraient dotés. La colle est une des principales difficultés qui se posent aux réparateurs et toute initiative pour la remplacer est la bienvenue. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Certes, la batterie serait plus facile à enlever, mais avant d'y parvenir, il faut encore ouvrir l'iPhone et retirer les composants qui empêchent l'accès à la batterie, et c'est toujours aussi compliqué. Faciliter le remplacement des batteries, c'est d'ailleurs une des exigences de l'Union européenne. Un texte voté en juin 2023 par le Parlement européen oblige les constructeurs à intégrer des batteries facilement remplaçables par les consommateurs sans passer par un réparateur agréé.
Alors Apple a encore quelques années pour se conformer, mais autant ne pas perdre de temps. Le RCS sur l'iPhone est là, mais privé d'une fonctionnalité essentielle. Le 24 juin dernier, Apple a commencé à distribuer la bêta 2 d'iOS 18 et celle-ci apportait enfin le support du RCS dans l'application Messages. Arlésienne par excellence, le sujet a fait l'objet de nombreuses passes d'armes entre Google et Apple. Arlésienne, je viens d'apprendre un nouveau mot. Mais enfin, la marque à la pomme accepte de faciliter les échanges entre les utilisateurs de smartphones Android et iPhone. Quelques jours ont passé, le temps pour les premiers utilisateurs de la bêta d'expérimenter la fonctionnalité qui est indisponible en France pour le moment. Parmi eux, 9to5 Google, qui apprend que le RCS dans Messages n'est pas encore l'expérience RCS classique. Pour rappel, RCS, ça signifie Rich Communication Services, en français, service de communication riche ou enrichi. Pensé comme une version enrichie du bon vieux protocole SMS, il intègre une flopée de fonctionnalités au premier rang duquel nous trouvons un indicateur de lecture ainsi que des images et vidéos en haute définition. Pour cela, aucun souci, d'après les premiers retours, tout fonctionne bien. En revanche, dans l'interface de Google Messages, lorsqu'une personne échange un contact sur iPhone, le petit cadenas sous chaque message apparaît barré. En cliquant dessus, une explication s'affiche. La conversation n'est tout simplement pas chiffrée de bout en bout, ce qui est pourtant un intérêt important du RCS. Cela provient du fait qu'Apple plaide pour un chiffrement plus fort que le standard E2EE utilisé actuellement par Google sur Android. La marque à la pomme s'est dite prête à travailler avec les membres du consortium GSMA qui régit notamment le RCS et dont fait partie Google. D'autres fonctionnalités manquent à l'appel, comme la possibilité de désactiver le RCS dans l'application Google Messages lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui utilise un iPhone. La conférence Made by Google, prévue dès le 13 août cette année, donnera sans doute l'occasion aux géants de Mountain View d'aborder ces problèmes dans une mise à jour de l'application Google Messages. Cette application a bel et bien été enterrée par Google cette semaine. Et oui, lancée en 2018, l'application Google Podcast avait pour ambition de concurrencer les plateformes de podcasts déjà bien établies. Cependant, dès septembre 2023, Google a annoncé la fin programmée de son service, en incitant ses utilisateurs à migrer vers YouTube Music, qui intègre désormais les fonctionnalités de Google Podcast. Aux États-Unis, cette transition a été effectuée dès le 2 avril 2024. À l'échelle internationale, la fermeture complète de Google Podcast était programmée pour le 23 juin. Alors, la transition vers YouTube Music ne se fait pas cependant sans heurts, bien que l'application ait intégré plusieurs fonctionnalités de Google Podcast. Elle manque encore de certaines fonctions essentielles comme les notifications de nouveaux épisodes et l'option marquée comme lu. Pas fort, Google assure que ses utilisateurs, qu'ils soient aux États-Unis ou ailleurs, pourront transférer leur abonnement Google Podcast vers YouTube Music jusqu'au 29 juillet 2024. Des utilisateurs regrettent pourtant la disparition de Google Podcast en raison de la simplicité et de l'efficacité de son interface. Beaucoup espèrent que YouTube Music bénéficiera rapidement des mises à jour majeures pour combler les lacunes actuelles. Les fonctions manquantes sont indispensables pour les auditeurs de podcasts qui ont droit à une meilleure expérience possible. Google Podcast rejoint ainsi le triste cimetière des applications et services abandonnés par Google, une liste non exhaustive regroupée par le site Killed by Google. Parmi les applications notables ayant subi le même sort, eh bien, on retrouve Google Reader, Google+, oh là, ça c'était bon. Et plus récemment, le VPN de Google One. Ce phénomène récurrent témoigne de la stratégie de Google qui n'hésite pas à abandonner des projets moins rentables ou à rediriger ses efforts vers des services plus prometteurs. Eh bien, la disparition de Google Podcast était certes anticipée. Elle n'en laisse pas moins un goût amer à ses utilisateurs fidèles. Nombreux sont ceux qui considèrent cette application comme une alternative précieuse dans l'univers des podcasts désormais dominé par quelques grands acteurs. Google doit désormais prouver que YouTube Music peut non seulement prendre la relève, mais aussi améliorer l'expérience utilisateur pour se hisser au niveau des attentes.
YouTube Premium. Google pourrait annoncer de nouveaux tarifs. Si la majorité des internautes utilisent YouTube gratuitement, la plateforme de Google propose également une version Premium. Cet abonnement permet de profiter de nombreux avantages, comme la possibilité de regarder les vidéos sans voir de publicité, la lecture en arrière-plan ou encore l'accès au catalogue musical de YouTube Music Premium. Récemment, Google a d'ailleurs musclé cet abonnement en présentant de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs payants de YouTube. Et pour attirer plus de personnes vers son offre payante, YouTube pourrait proposer de nouvelles offres pour YouTube Premium. Dans une récente annonce, Google indique qu'il a entendu les retours de la communauté et révèle qu'il envisage de lancer de nouveaux abonnements. Et je les cite, « Nous nous engageons à offrir aux membres davantage d'options de forfait en étendant nos offres existantes à davantage de régions, tout en introduisant de nouveaux forfaits et en explorant des moyens pour vous de partager vos avantages avec vos amis à l'avenir », lit-on dans la publication. Pour rappel, en France, YouTube Premium coûte 13 € pour une seule personne. Il y a également un abonnement familial à 24 € qui peut être partagé avec 6 personnes. D'autres améliorations sont en vue. Par exemple, Google indique qu'il a tenu compte des retours des utilisateurs de YouTube Premium en ce qui concerne l'expérience de téléchargement et va optimiser celle-ci. La grande majorité des revenus de Google provient des publicités qu'il diffuse sur ses services. Cependant, les abonnements sont aussi importants pour la firme puisqu'il s'agit d'un moyen de diversifier son activité. En 2023, les abonnements proposés par Google ont généré un total de 15 milliards de dollars, soit des revenus 5 fois plus élevés qu'en 2019. Et YouTube Premium est l'un des moteurs de cette croissance des abonnements de Google. Sinon, à l'instar de YouTube Premium, l'abonnement Google One pour le stockage en ligne fait également un carton. Après la version payante de YouTube, Google One a également dépassé les 100 millions d'abonnés. Qualcomm s'engage pour prolonger le suivi logiciel de tous les téléphones Android. 7 ans de suivi logiciel, c'est le nouveau standard imposé par Google et par Samsung pour les smartphones Android, ce dont personne ne se plaindra. Leurs appareils représentent un véritable investissement financier de la part des consommateurs, alors il est normal qu'ils puissent s'en servir longtemps en profitant des dernières avancées d'Android sans craindre les failles de sécurité. Le hic, c'est que cette période de suivi ne s'adresse généralement qu'aux modèles haut de gamme. Les smartphones Android d'entrée et de milieu de gamme doivent se contenter d'une ou deux mises à jour d'Android et d'une poignée de correctifs au-delà, mais guère plus. Et c'est un problème non seulement pour la sécurité des données des utilisateurs, mais aussi pour l'environnement puisque ces smartphones finissent souvent à la poubelle. Une des difficultés est que les fabricants de puces comme Qualcomm, MediaTek ou encore Samsung ont tendance à délaisser le support logiciel pour leur silicium, ce qui complique la tâche des fabricants de smartphones, dont certains investissent peu dans le suivi de leurs produits. Qualcomm a cependant une petite idée pour améliorer le support logiciel pour ses puces qui équipent les smartphones d'entrée et de milieu de gamme. Chris Patrick, qui est directeur général pour les appareils de l'entreprise, a expliqué à Android Authority que, et je le cite, c'était très compliqué pour un fabricant d'obtenir des mises à jour de sécurité, des mises à jour de version d'Android, puis les déployer à chaque utilisateur final. C'est en fait très coûteux. C'est pourquoi Qualcomm travaille avec Google et d'autres constructeurs de smartphones pour modifier la structure du code afin de changer la manière dont les mises à jour sont effectuées. Un travail de longue haleine débuté il y a des années, relève le dirigeant. Une annonce est attendue d'ici la fin de l'année, probablement à l'occasion du Snapdragon Summit qui se déroulera en octobre. Qualcomm fournissant de nombreux constructeurs, voir une telle initiative de sa part est de bon augure. Reste à espérer qu'elle concernera les smartphones déjà en circulation et pas uniquement les modèles les plus récents. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. WhatsApp teste une manière bien plus pratique de répondre en vidéo. WhatsApp continue d'évoluer en testant cette fois-ci un raccourci pour répondre rapidement à vos messages vidéo par une autre vidéo. Une manière bien plus simple et intuitive de faire passer de longs messages. Si vous êtes utilisateur de WhatsApp, vous savez déjà que la messagerie de Meta permet d'envoyer des messages de 3 manières différentes, par texte, par message audio ou par vidéo. Eh bien, c'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. S'il est bien possible aujourd'hui
de répondre à une vidéo par une autre vidéo. Le processus est loin d'être le plus fluide possible. Mais si l'on en croit WA Beta Info, l'application WhatsApp s'apprête à grandement faciliter ce processus. En effet, certains testeurs de la version bêta, écoutez, 2.24.14.15 de l'application ont repéré un nouveau raccourci qui s'affiche juste à côté d'un message vidéo que vous venez de recevoir. Le bouton en question est assez explicite. Il représente une caméra accompagnée d'une flèche de retour. Alors, d'un simple clic, vous pouvez désormais enregistrer votre réponse en vidéo avant de l'envoyer. Lorsqu'une fonctionnalité apparaît sur le canal bêta de l'application, eh bien, c'est qu'elle est généralement à quelques semaines de son lancement dans la version stable de l'application. Alors, un peu de patience devrait donc suffire à en profiter prochainement. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la volonté de la messagerie de pousser le format vidéo. En effet, WhatsApp propose depuis peu d'envoyer des photos et vidéos en haute qualité par défaut. TikTok lance oui, concurrent d'Instagram, oui. Acculé par plusieurs autorités de régulation dans le monde, TikTok, ou plutôt sa maison mère ByteDance, tente de rebondir en lançant un concurrent d'Instagram baptisé Oui, W-H-E-E en anglais, Oui. Cette plateforme lancée depuis 3 semaines dans une douzaine de pays, dont l'Australie ou l'Afrique du Sud, s'apparente déjà à un flop monumental, puisque l'application de Oui... Est-ce que vous préférez des blagues de dentiste? Oh là là. Cette application, oui, aurait été téléchargée 13 000 fois à peine à la date du 25 juin. Difficile de faire pire, même s'il faut tout de même noter que la plateforme n'est pas encore disponible en Europe ou aux États-Unis. Malgré tout, il va falloir une sacrée campagne de marketing pour relancer le buzz autour d'un réseau social dont personne ne semble se soucier jusqu'à maintenant. Peut-être que l'application est aussi un peu trop similaire à Instagram. Oui, il s'agit de poster des photos sur une plateforme dédiée et que sans fonction forte pour se distinguer, hormis des fonctions de confidentialité assez avancées comme le partage privé, il y a tout simplement peu de chances d'exister face à un mastodonte comme Instagram. Alors oui, table sur un aspect intimiste et l'accès des clichés aux seuls amis, mais il n'est pas certain que cela suffise à générer l'engouement. Oui! Bonne nouvelle, Proton VPN étend sa liste de serveurs gratuits. Proton VPN est l'un des meilleurs VPN à l'heure actuelle, très engagé dans la défense de la liberté d'expression et la lutte contre la censure en ligne. Ces dernières années, le fournisseur suisse a entrepris de multiples améliorations allant dans ce sens, à ne citer que sa technologie unique de routage alternatif et son observatoire permettant de recenser les pics et les tendances d'utilisation de VPN dans le monde. Proton VPN est un des rares acteurs à proposer une solution gratuite fiable, même si elle est limitée comparée à l'offre payante. Cette dernière donne accès à des milliers de serveurs dans 91 pays et garantit à l'utilisateur une politique de non-journalisation des données et activités, le no-log. Il est possible de connecter 10 appareils simultanément. Toujours dans ses efforts pour combattre la censure sur Internet et dans le cadre de son initiative pour lutter contre la manipulation électorale, Proton VPN a annoncé ce mercredi 26 juin l'extension de sa liste de serveurs gratuits dans 5 nouveaux pays organisant des élections cette année et ayant des antécédents de censure ou d'ingérence électorale. Cela porte à 21 le nombre total de pays avec des élections en 2024 où Proton VPN fournit des serveurs gratuits. Les nouveaux entrants étant la Syrie, la Jordanie, la Tunisie, l'Ouzbékistan et le Brésil. En plus de protéger la confidentialité en dissimulant l'adresse IP réelle et en chiffrant le trafic Internet, ce qui aide à cacher l'activité en ligne des regards indiscrets du fournisseur Internet ou des entités gouvernementales, un VPN ou un réseau privé virtuel permet effectivement de contourner la censure en changeant la localisation virtuelle de l'utilisateur. Et en fournissant des serveurs gratuits aux utilisateurs vivant dans ces pays où la censure et les coupures Internet sont monnaie courante,
précédentes, Proton VPN contribue à rendre cette technologie plus accessible pour ceux qui en ont le plus besoin. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la seule initiative prise par le fournisseur VPN qui va dans ce sens. Sa technologie Credential-less Logins, qui a été déployée en version bêta au début de ce mois, est désormais disponible pour les utilisateurs Android. Celle-ci permet de se connecter à Proton VPN sans avoir à créer de compte. Steam lance un nouvel outil d'enregistrement vidéo pratique. Le 26 juin, Steam a gratifié des dizaines de millions d'utilisateurs d'une surprise bien sympathique. Une nouvelle fonctionnalité baptisée Steam Game Recording qui, comme son nom l'indique, permet d'enregistrer et de partager des clips vidéo de vos parties à la volée. Il ne s'agit que d'une bêta pour le moment, mais le système semble déjà drôlement robuste et truffé de fonctionnalités intéressantes. Il est évidemment possible de démarrer ou d'enregistrer en pressant une touche prédéterminée, mais ce n'est pas tout. Il existe aussi un outil appelé Background Recording qui rappellera sans doute quelque chose aux habitués de GeForce Experience. Entre autres, pour ceux qui n'en sont pas familiers, il s'agit d'une fonctionnalité qui garde constamment les dernières minutes de jeu en mémoire pour pouvoir l'enregistrer après qu'une action intéressante se soit déroulée. Par exemple, si vous venez de signer un ace spectaculaire dans un jeu comme Counter-Strike, il suffira de presser la touche dédiée pour sauvegarder le contenu de cette mémoire vidéo. C'est une fonctionnalité très utile dans ce genre de jeu compétitif où le simple fait de sacrifier quelques dixièmes de seconde pour lancer l'enregistrement manuellement peut être synonyme de défaite, mais aussi dans n'importe quel autre titre où il est difficile d'anticiper les moments les plus croustillants. En outre, cela permet aussi d'éviter d'enregistrer l'intégralité d'une session de jeu qui n'est souvent pas pratique en termes de stockage. Valve a aussi prévu un outil de partage qui permet de publier chaque clip sur son profil Steam ou sur n'importe quelle autre plateforme sociale. Alternativement, il est aussi possible d'exporter une vidéo au format MP4 pour créer une compilation par exemple. Alors, comment activer l'enregistrement via Steam? À partir de la page d'accueil de Steam, commencez par accéder au menu Paramètres, puis à l'onglet Interface. Vous y trouverez un menu Participation à la bêta du client, où vous devrez sélectionner une des deux versions bêta, peu importe laquelle. Steam va ensuite redémarrer pour appliquer ces changements. Après une courte mise à jour, rendez-vous à nouveau dans le menu Paramètres, mais puis cette fois dans l'onglet Enregistrement de partie. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'enregistrement manuel ou en arrière-plan, à choisir la durée d'enregistrement et la qualité recherchée, et éventuellement à modifier le dossier de destination et raccourci qui vous convient. Uber propose 1000 $ à des automobilistes pour se passer de leur voiture pendant un mois. Seriez-vous prêt à lâcher votre voiture pour ne plus l'utiliser que des modes de déplacement alternatifs? C'est la proposition d'Uber qui va donner 1000 $ à 175 personnes aux États-Unis et au Canada pour laisser la voiture au garage pendant un mois. Alors, entre le 22 juillet et le 25 août, 175 automobilistes américains et canadiens recevront 1000 $ de la part d'Uber pour ne pas utiliser leur voiture. La moitié de la somme pourra payer des courses Uber, louer des vélos et des trottinettes Lime. 200 $ en bon d'achat pour la location de voiture ou le covoiturage. Le reste financera d'autres modes de transport. Autrement dit, lâcher pendant un mois sa voiture personnelle au profit de modes de transport alternatifs comme la marche, les transports en commun, le vélo ou le covoiturage. Alors, la somme de 1000 $ est basée sur le coût moyen mensuel d'un véhicule personnel aux États-Unis. Cette expérimentation baptisée One Less Car Challenge est aussi un coup de marketing de la part de la plateforme, bien sûr, mais elle n'en reste pas pour moins intéressante. L'entreprise cherche à déterminer s'il est possible de réduire le nombre de véhicules sur les routes. Il rappelle que sur les 233 millions de voitures particulières circulant aux États-Unis, 80 millions roulent moins de 16 km par jour. Quand même, nous voulons montrer, je les cite, qu'il est possible d'adopter un mode de vie avec moins de voitures en économisant à la fois de l'argent et des émissions, tout en contribuant à rendre les villes plus agréables à vivre.
Et je rajoute une petite parenthèse, et à remplir nos coffres, explique Hubert. Un test avait été tenté en Australie l'an dernier sur le même principe et les résultats avaient été encourageants. Les participants ont constaté qu'ils marchaient davantage, qu'ils utilisaient plus souvent leur vélo et les transports en commun. L'entreprise avait alors conclu que les personnes avaient besoin d'accéder à au moins 4 autres modes de transport pour se passer de leur voiture. Cela ne signifie pas que les participants au test australien étaient prêts à vendre leur voiture pour ne plus compter que sur les alternatives. 5% seulement d'entre eux prévoyaient de passer à l'acte dans un avenir proche. SpaceX va toucher près d'1 milliard de dollars pour détruire l'ISS. L'Agence spatiale américaine laisse courir le bruit depuis quelques années d'un monde sans ISS. Il a été décidé cette semaine que l'ISS allait être démantelée et détruite. La station ne sera donc pas vendue à des entreprises privées pour faire du tourisme spatial, comme cela a longtemps été envisagé. À la place, la NASA a décidé de sortir le chéquier pour trouver une solution de démantèlement propre pour la station. Comme souvent ces dernières années, quand l'Agence spatiale américaine fait un appel d'offres, eh bien, c'est SpaceX qui remporte la mise. L'entreprise d'Elon Musk devrait donc toucher pas moins de 843 millions de dollars pour construire la structure qui va permettre de faire tomber l'ISS de son orbite. Cette dernière devra être mise en place par l'entreprise avant 2030, date hypothétique de la fin de vie de l'ISS. Dans un message posté sur le réseau social X, SpaceX a réagi à cette annonce de la NASA. L'entreprise s'est dite honorée de la confiance accordée par l'Agence spatiale américaine. De son côté, la NASA prépare déjà la suite. La fin de son communiqué est dédiée à la présentation de petites stations en orbite basse terrestre. C'est une possibilité redoutée par de nombreux amoureux de l'espace, mais l'ISS va bien disparaître. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, la station spatiale internationale, gérée par 5 agences différentes, va céder sa place. Comme le précise la NASA dans son communiqué de presse, elle, ainsi que ses principaux partenaires, le Canada, l'Europe et le Japon, vont continuer de financer des missions vers l'ISS jusqu'en 2030. La Russie, qui est la 5e force à occuper la station, doit de son côté arrêter de payer les frais d'entretien à partir de 2028. Alors que l'ISS se meurt, les différentes agences gouvernementales vont sans doute proposer dans les prochaines années des projets plus ou moins ambitieux de stations spatiales en orbite. La Chine dispose déjà de sa propre station en orbite autour de la Terre. L'Europe devrait notamment s'associer avec la NASA pour continuer à aller dans l'espace et y mener des expériences. Depuis 1998 et l'ouverture de l'ISS, ce sont plus de 3300 expériences qui ont été menées dans la Station spatiale internationale. Un robot se suicide. La Corée du Sud ouvre une enquête. Un gros mot. La Corée du Sud aime ses robots. Il ne plaisante pas après la mystérieuse chute d'un robot fonctionnaire. L'agence France Presse, reprise notamment par Le Parisien ou Libération, rapporte qu'un androïde comme fonctionnalité municipale aurait été retrouvé inerte en bas d'un escalier vers 16h le 20 juin dernier. Le sujet pourrait faire sourire depuis la France, mais il a été pris très au sérieux par les gens, les Sud-Coréens férus de robotique. Le pays dispose de la plus forte densité de robots au monde, avec une machine pour 10 employés, selon la Fédération internationale de la robotique. Une présence toujours plus grande qui permet d'aider les habitants à réaliser des tâches administratives. Dans la mairie de Gumi, l'un de ces robots est employé depuis près d'1 an pour accompagner les habitants. Développé par une société américaine appelée Bear Robots, il travaillait depuis août 2023 de 9h à 18h jusqu'à cette fameuse chute. Plus qu'un simple robot, il disposait même de sa propre carte d'agent de la fonction publique. Il pouvait appeler l'ascenseur afin de changer d'étage. Il faisait officiellement partie de la mairie. C'était l'un des nôtres, explique un fonctionnaire. Avant de chuter, plusieurs témoins affirment avoir vu le robot tourner en rond comme si quelque chose était là, précise le responsable de l'équipe municipale. Une situation insolite qui a poussé la firme à l'origine de sa conception à collecter des pièces pour les analyser. La société Bear Robotics, c'est-tu Bear ou Beat? Ils disent Bear, puis après ça ils disent Beat.
Bon, Beat Robotics est notamment connu pour ses robots serveurs dans la restauration. En Corée du Sud, le sujet interpelle à la presse locale qui n'hésite pas à évoquer le premier suicide de robots dans le pays. Les titres font même la une et plusieurs médias se demandent pourquoi ce fonctionnaire assidu a agi de la sorte ou si le travail était-il trop dur pour ce robot. Le sujet interpelle alors que la robotisation de la société progresse partout dans le monde, en particulier en Asie. Avec la progression de l'intelligence artificielle, une étude de la Banque de Corée publiée fin 2023 estime qu'environ 4 millions de travailleurs pourraient être remplacés d'ici 2 décennies dans le pays. Les robots se développent également dans les armées, que ce soit aux États-Unis, en Chine et même en Europe. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu, encore une fois, cette semaine. Je ne sais pas si je vais prendre une semaine de vacances. J'ai pas... Je sais pas. Peut-être que non. Peut-être qu'on va avoir une continuité pendant la période estivale, hein? Et ça, c'est magnifique quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.